Bonjour à tous. Merci d'être là pour cette rencontre avec Sophie Vert, qui est agent artistique et qui va nous parler de son métier, son travail et comment elle l'aborde. Je voulais d'abord remercier beaucoup le festival Chef en Lumière, Yannick Lecomte et toute son équipe. Ça nous a fait le plaisir de nous inviter et d'inviter Sophie ce soir. Donc merci encore à l'organisation. Remercier évidemment l'espace qui nous accueille dans des très bonnes conditions. Un petit peu trop de lumière, on n'est pas trop habitué, mais... et puis remercier aussi tout le public qui vient pour nous écouter. Voilà. C'est la première fois en fait qu'au sein d'un festival, on va évoquer cette activité, le métier d'agent artistique qui se pratique dans l'ensemble de l'art cinématographique, que ce soit aux États-Unis ou dans les pays asiatiques et en Europe. Je pense que dans le public, il y a un certain nombre peut-être d'étudiants, de jeunes opérateurs ou un public non averti. J'aimerais commencer en expliquant un peu la raison de la venue de Sophie ici, et puis définir un peu ce qu'est ce métier, qui est un métier que beaucoup de gens ne connaissent pas, qui est un métier, je dirais, de l'ombre, qui travaille avec les opérateurs dans la lumière. Et c'est un métier que moi j'ai découvert en fait très rapidement quand j'étais jeune opérateur, et je me questionnais sur comment avancer dans le cinéma et comment faire pour donner une ligne dans mon travail. Et à l'époque, il y avait une ou deux agences qui avaient été montées quand j'ai commencé. Et je me questionnais vraiment sur quel était ce métier et comment on pouvait l'aborder en binôme pour optimiser et mon travail et en même temps optimiser une équipe artistique et technique. Donc voilà, la définition de l'agent de directeur photo est plus que ça, puisque Sophie représente aussi, et je tiens à le dire parce que ça va faire la suite logique de notre réflexion sur l'artistique des films. Elle représente aussi des directeurs photos, des chefs décorateurs, des chefs costumiers et des monteurs, si je ne m'abuse. Des créateurs de costumes. Voilà, donc je vais peut-être laisser la parole à Sophie pour qu'elle vous donne sa définition de son activité, de son travail, et comment elle est arrivée à ce travail, à monter cette agence, dans quelle perspective. Alors on va repartir du début. En fait, j'ai été assistante réalisateur au début, et puis après j'étais directrice de production, et puis j'adorais ça, et puis j'ai eu pas mal d'enfants avec un chef opérateur qui n'était donc jamais là, et donc il a fallu que je trouve des solutions. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'aime faire? Donc j'aime faire d'abord de l'artistique. Je faisais beaucoup de publicité, de clips, donc j'avais très envie de repartir sur la fiction. Et j'avais toujours été assez proche des réalisateurs avec qui je travaillais. Et j'aimais beaucoup cet accompagnement. Et du coup, je me suis dit, moi j'aime la fabrication, j'aime savoir comment est-ce qu'on fait les choses, avoir toute cette réflexion-là autour de la fabrication, de l'artistique. Et donc je me suis dit, ce qui était encore à l'époque, enfin je veux dire même maintenant, il y avait vraiment de la place pour une autre agence. Donc j'ai monté une agence et je voulais pouvoir faire pouvoir répondre aux questions que je me posais quand j'étais directrice de production, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour faire une équipe qui soit cohérente avec le projet. On n'appelle pas toujours les mêmes personnes parce que le projet est différent à chaque fois et que du coup il faut pouvoir donc du côté de la production ou du réalisateur choisir les bons collaborateurs et du côté de l'agent pouvoir proposer les bonnes personnes. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai monté l'agence et je me suis dit, il y avait déjà à l'époque, je me souviens, des agences qui représentaient des chefs-op, parce que c'est assez facile. Enfin, moi je trouve que c'est assez facile de voir le travail d'un chef-op. Même si on ne sait pas
réellement dans quelles conditions il a tourné, le résultat est là, on voit l'image. Je trouve que c'est plus compliqué avec la déco par exemple. La déco, on ne sait pas s'ils étaient en décor naturel ou s'ils étaient en studio, si c'est bien fait. Donc je me suis dit, en ouvrant l'agence, je me suis dit ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir représenter tous les chefs de poste artistiques. Oui, alors tu avais un point très positif à l'ouverture de ton agence, c'est que tu avais fabriqué des films. Donc tu connaissais le travail de ces départements-là, de la déco. Oui, je savais déjà comment est-ce qu'on faisait les films, et surtout, je pense que je connaissais déjà beaucoup de monde. Donc parce que j'avais été assistante réalisateur avant, que j'avais cumulé beaucoup de... Parce que là, aujourd'hui, d'avoir les numéros de téléphone de tout le monde, ça paraît tout à fait facile. J'avais un carnet d'adresses déjà qui était quand même assez conséquent et qui m'a permis de commencer ce métier-là. Que d'ailleurs, je ne sais plus, en préparant cette intervention, on se disait, ce qui était à l'époque, c'est que il y avait personne qui... Il y avait trois agences avant Cosmic, et donc il n'y avait personne qui savait le faire, ce métier-là. Et effectivement, on est très peu. Je pense qu'en France, on est, je dis, tu me diras, mais on est 6 ou 7. 6 ou 7 agences, donc c'est très peu en fait. 6 ou 7 agences sur le territoire français. Oui. J'imagine qu'il y a peut-être des agences anglaises ou américaines qui ont un correspondant ou des accords avec... Donc il y a une agence anglaise qui a un bureau à Paris, et puis sinon c'est plutôt dans les autres pays. Et je ne crois pas qu'il y ait d'agence américaine qui a un bureau à Paris. Est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps les agences de directeurs photo et de chefs décorateurs existent en France? Je crois que Mireille Aragnès et Salette Simler ont monté leurs 2 premières agences à peu près en même temps, il y a à peu près, je dirais, 32-33 ans. Est-ce qu'on sait aux États-Unis, par exemple? Alors voilà, ce que j'allais dire, c'est qu'en France, on est en décalage complet avec la manière dont ça se passe dans les pays anglo-saxons. Parce que tu disais des agences artistiques, mais en fait, les agences artistiques en France existent pour les comédiens, les réalisateurs et les compositeurs de musique et les scénaristes. Aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle des above the line. Donc, quand on fait un devis, il y a une ligne qui est la ligne qui est au-dessus, c'est tous les gens qui sont amenés à pouvoir peut-être un jour toucher les droits d'auteur. Et les gens qui sont en dessous, la ligne, c'est below the line. Donc c'est tous les gens qui sont employés au temps passé à travailler. Donc dans les grosses agences américaines, depuis le début d'Hollywood, il y a des agences qui représentent des gens qui sont above the line et below the line. En France, en Europe même, je dirais, je pense qu'il y a beaucoup d'agences qui s'occupent d'acteurs, de réalisateurs et tout ça, et il y a peu d'agences qui s'occupent de techniciens, entre guillemets, que moi je n'aime pas appeler des techniciens, j'appelle ça des talents. Des talents parce que, voilà, donc quand j'ai monté l'agence, je me suis dit, je voudrais représenter tous les chefs de poste artistiques. Et du coup, ce qu'on fait nous, c'est qu'on représente des chefs op à majorité, il y a beaucoup de chefs opérateurs chez Cosmic, mais il y a aussi des chefs décorateurs, des créateurs de costumes et des monteurs. Et c'est très important pour nous d'avoir cette vision globale et d'un film et de la production. Parce qu'à la base, dans ton travail, le moment T0 de ton travail, c'est la lecture d'un scénario. Oui. Alors, nous on dit toujours il y a 3 manières pour les films d'arriver chez nous. Il y a... c'est souvent les directeurs de production qui nous appellent, quelquefois c'est les réalisateurs, quelquefois c'est les producteurs, qui nous disent « je voudrais Rémi Chevrin ». Rémi Chevrin est intéressé, il lit le scénario, il a envie de faire le film, il est libre. On décide ensemble que c'est une bonne idée pour lui de faire le film. C'est assez simple. Rémi n'est soit pas intéressé, soit il n'est pas disponible. Je peux proposer des gens.
Et la troisième manière, c'est une production qui nous appelle en nous disant « On a ce film-là à faire, à qui vous pensez ?» C'est à peu près les trois manières de... Et donc, quel que soit le genre de film, on va lire le scénario, lire le storyboard, regarder le travail du réalisateur. Donc quand c'est un réalisateur qu'on ne connaît pas, ça peut prendre pas mal de temps, parce qu'il faut voir les courts-métrages, il faut voir les premiers longs-métrages, il faut voir ce qu'il a fait. Et on va lire, à partir de cette base-là, on va essayer de récupérer toutes les informations sur le budget, les comédiens, les dates évidemment, et un petit peu les conditions dans lesquelles on va employer les gens que la production cherche. Et ensuite, on va parler avec nos talents, soit qu'on propose, soit qu'on nous demande, du projet. Et on va décider ensemble. Donc c'est là où intervient la vraie grande collaboration avec les talents, c'est sur pourquoi est-ce qu'on va faire un film. Donc il y a un peu deux axes. Le premier axe, c'est de parler du film en lui-même. Et le deuxième axe, c'est de dire est-ce que ce film-là est intéressant pour cette personne-là à ce moment-là de sa carrière. Donc en fait, on fait plus de la gestion de carrière que vraiment, évidemment on ne fait pas de booking, mais on fait vraiment de la gestion de carrière et je pense que il y a deux choses qui sont importantes pour nous, et je dis nous parce qu'on est trois associés et qu'on fait vraiment les choses ensemble. C'est d'un côté la confiance. Je pense que quand on décide de prendre un agent, c'est qu'on a envie d'être accompagné ou besoin d'être accompagné. Et donc il faut avoir confiance dans le jugement de la personne qui est en face. Et la deuxième notion sur laquelle nous on insiste beaucoup, c'est sur l'échange. C'est-à-dire de communiquer ensemble et d'essayer de pousser la réflexion au maximum. De manière à pouvoir, quand une carrière va vers un endroit où on n'a pas envie qu'elle aille, essayer de voir si on peut changer les choses. Je prends souvent cet exemple-là, des comédies qui sont des... En France, on aime bien les étiquettes. On aime bien mettre les gens dans des petits tiroirs. Alors on dit, tiens, lui, il a fait 3 comédies, on va lui proposer que des comédies. Et donc, voilà, d'essayer de ne pas se faire enfermer dans un petit tiroir, c'est important. C'est vrai que je rebondis sur ce que tu viens de dire. J'ai le souvenir, depuis maintenant 15-20 ans qu'on travaille ensemble, que plusieurs fois on a eu un vrai raisonnement sur quel prochain film sur lequel on avait envie d'aller travailler. Après avoir enchaîné parfois 2-3 drames, on disait rebondis sur quelque chose qui va redynamiser et ton travail et puis s'éloigner un peu des chemins connus de la photographie. Et ça, c'est vrai que c'est un travail particulièrement agréable avec l'agence, c'est ce travail d'aller-retour où on discute évidemment des scénarios qu'on reçoit, mais on discute aussi de est-ce que c'est opportun, est-ce que ça a du sens, qu'est-ce que ça amène formellement de plus dans mon travail et dans le travail de l'agence, dans ce qu'elle développe aussi. Parce qu'il n'y a pas que la ligne éditoriale de l'opérateur, il y a une réalité aussi chez Cosmic, on pense, qui est celle de la ligne éditoriale, on en parle souvent avec Sophie, et c'est quelque chose, je sais qu'il compte beaucoup pour elle, ça fait 25 ans qu'on se connaît, donc je connais ses goûts, ses envies, ses convictions de cinéma, et elles transparaissent évidemment dans l'agence. Peut-être vous en parler un peu. En fait, l'agence va bientôt avoir 25 ans, on représente, Thierry, dis-moi, mais 78 personnes. Donc, et on a à peu près 1 à 2, entre guillemets, candidatures par jour. Oui. Donc, arriver aujourd'hui à ne représenter que 78 personnes en 25 ans, c'est qu'on est hyper exigeante en fait. Exigeante principalement sur les goûts, parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, je ne dis pas que j'ai le meilleur goût possible, je dis juste que le goût de Cosmic, il va là, il va dans cet endroit-là. Et que voilà, c'est important de se choisir dans les deux sens. C'est important, enfin, comme dans n'importe quelle relation d'ailleurs, mais c'est important de se dire je suis dans la bonne agence et pour nous de dire que chaque talent a sa place. Une bonne agence n'est pas nécessairement celle qui ne fait que booker.
faut bien penser à ça, c'est que l'agence, elle est là pour avancer avec les talents, opérateurs, costumiers, créateurs de costumes et chefs déco et monteurs. Une agence, c'est avant tout un partenaire de réflexion sur le cinéma qu'on défend, le cinéma qu'on aime. On fait les films ensemble, on en parle, on refuse. Quelquefois, on n'est pas d'accord. Parfois, on n'est pas d'accord, absolument. Mais c'est vraiment un travail de confiance et qui est, en ce qui nous concerne, je sais qu'avec Sophie, il y a une confiance dans la lecture des scénarios où j'y vais les yeux fermés, dans le sens où quand je suis demandé sur un projet et que Sophie me dit j'ai lu, je ne pense pas que ça vaille la peine, c'est vrai qu'en général, je commence à lire 10 pages et puis je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que ce binôme de réflexion, moi c'est celui que j'aime bien au sein d'une agence, pour en avoir fait 2. Et chez toi, chez Cosmic Talent, il y a cette réflexion vraiment sur le projet. Il ne s'agit pas de booker et de remplir une année de travail, mais surtout de se questionner sur ce qu'un film peut amener et quelle nouvelle démarche de travail je peux avoir aussi. D'autant plus, moi, c'est vrai que j'aime bien aussi travailler en me disant que je ne sais jamais refaire des choses que j'ai déjà faites. Donc, un peu comme si chaque film était un film où je ne savais plus faire et qu'il fallait recommencer. Et donc, dans les scénarios, il y a aussi cette lecture qu'on fait ensemble. Et puis, il y a aussi autre chose qui est intéressant. Je pense que j'ai mis du temps à me rendre compte qu'on était à cette place-là. Alors, il se trouve que nous, dans tous ces gens qu'on présente, on est l'agent principal dans 95% des cas, et ce sont des gens qui sont de 17 nationalités différentes. Et donc l'agence est très internationale, elle est aussi très implantée en France, et du coup, on a je pense qu'on est assez peu à avoir cette vision-là de qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le cinéma français, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le cinéma européen, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le cinéma mondial. Et ça, c'est passionnant d'essayer d'avoir cette analyse-là, en fait. Comment ça se passe? Parce que tu parles du cinéma français, tu es en contact tous les jours avec le cinéma asiatique, le cinéma américain. Comment ça se passe pour avoir accès et comprendre les enjeux de ces cinématographies? Le cinéma asiatique, un peu moins, parce qu'il est très protectionniste et qu'ils ne viennent pas trop chercher. Et je ne crois pas qu'on représente de talents qui viennent d'Asie, Élodie. Voilà. Mais on reçoit énormément de scénarios. On est 4 agents, moi j'en lis 1 par jour. Et donc je pense que les autres aussi. Donc rien qu'avec ça, on sait un petit peu ce qui se passe. Alors peut-être que tous les films ne passent pas par l'agence, évidemment. Mais on a quand même une vision un peu de quand il y a beaucoup de choses, quand il y a moins de choses, quand c'est calme, quand il y a l'arrivée des plateformes, par exemple, ça a été un espèce de raz-de-marée. Ça a été arrivé avec le Covid, évidemment, où tout s'est arrêté. Et puis, quand les plateformes sont montées en puissance, elles ont commandité énormément de choses en Europe. Et donc, ça a énormément tourné. Nous, on les a vu arriver, tous les projets. Et là, ça s'est recalmé depuis l'été dernier, notamment parce qu'il y a beaucoup de choses sur les étagères. Il faudrait quand même que ça sorte. Et puis parce que je pense que le marché est en train de se transformer, donc il faut aussi lui laisser le temps. Tout ça, c'est passionnant. Et on est vraiment en première loge. Il y avait un chiffre qui était sorti, qui avait été donné par le CNC, qui tablait pour le projet de France 2030 et l'investissement dans la grande fabrique de l'image. Le CNC tablait sur une progression de 13 à 15% de l'activité générée par les tournages en France. Je pense que c'était optimiste, mais ça reste quand même toujours une activité à 2 chiffres, en tout cas en progression et en croissance. Moi j'avais une question concernant plus particulièrement les talents au sein de l'agence, parce que accumuler un certain nombre de talents très divers et venant de divers pays,
Comment vous faites aussi au sein de l'agence pour renouveler et pour gérer, je dirais, les talents plus anciens, plus arrivés, plus reconnus? C'est une excellente question. Et les talents plus jeunes, qui de toute façon feront évidemment le cinéma des prochaines années. Alors on est très sollicité et on est très à l'écoute aussi. C'est-à-dire que dans tout ce travail-là, il y a une veille permanente de ce qui se fait, des films, des pubs, des jeunes réalisateurs, des jeunes opérateurs. Moi, ce que j'ai vu en toutes ces années, c'est le fait qu'on est contacté de plus en plus tôt dans la vie des opérateurs. Quand j'ai ouvert l'agence, un opérateur avait été assistant. Il avait eu toute une carrière avant pour se familiariser avec le matériel, avec comment ça se passe sur un plateau, dans le film, etc. Aujourd'hui, les opérateurs qui viennent nous voir, souvent sortent de l'école. Et donc ça, on est en contact avec des gens de toutes les générations en fait. Et après, c'est l'histoire de la ligne éditoriale. C'est vraiment très important. Il y a des gens qui ne sont pas pour nous. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de talent. Ça veut juste dire que leur talent ne correspond pas à nos goûts ou à nos envies. Donc, voilà, je pense que ça répond à ta question. Ça répond à ma question. Je me questionne aussi sur, tu parlais tout à l'heure de team artistique. Je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur quand tu reçois un scénario et qu'on te laisse, je dirais, les mains libres quelque part pour faire des propositions, en tout cas, des binômes, des trinômes. Souvent, chef costumier, chef décorateur, chef opérateur, mais de plus en plus souvent monteur aussi, que tu inscris dans ces teams. Team gagnante quelque part, parce que c'est, j'imagine, le fruit d'une longue réflexion et en faisant parfois des grands écarts. Je sais que tu as des talents qui sont capables d'aller sur des très très gros films, en même temps de surfer sur un film en annexe 3, en prenant beaucoup de plaisir à l'inventivité. Tout à fait. Tout à fait, c'est... comment ça s'est passé sur Jackie? Donc Jackie de Pablo Larraín, on représentait je ne sais plus lequel des trois a commencé, mais je représentais le chef déco, la créatrice de costumes, donc Jean Rabas, Madeleine Fontaine et Stéphane Fontaine à la lumière. Et ils se connaissaient sans se connaître et ils se sont vraiment trouvés. Et le film est très réussi aussi parce que cette collaboration-là a très très bien marché. C'est aussi, ils vont retravailler les trois ensemble? Alors on essaye, on a un projet là où on essaye, et c'est un projet où il y en a un des trois qui a déjà travaillé avec le réalisateur et qui aimerait bien amener les deux autres, donc qui est un projet très ambitieux. Donc oui, on essaye, et ça c'est super. Enfin, moi je pense, j'ai toujours pensé quand j'étais directrice de production, ce que j'aimais faire le plus, c'était trouver la bonne équipe pour le film. Parce que pour moi, un film, c'est comme une mayonnaise. Il faut la faire monter avec les bons ingrédients. Et trouver les bons ingrédients et réussir à les mettre ensemble, je trouve que moi, je trouve ça passionnant. Donc, pour ça, est-ce que tu peux nous expliquer aussi l'agence, comment elle est structurée? Tu parlais que vous étiez 4 à vous partager les talents. Comment ça se passe? Et puis ma deuxième question, c'est comment vous avez pris le tournant, puisque ça fait maintenant 25 ans que l'agence existe et ça fait en gros 25 ans que de nouveaux outils sont arrivés pour gérer une partie du travail, qui sont les bandes démos, la réactivité sur une demande. Donc comment vous avez abordé la chose et qui sont je crois que Azara aura peut-être tout à fait. Des choses à dire tout à l'heure. Donc en fait, on est 3 associés, il y a Marie Berg, Elodie Vandara et moi. Marie et Elodie sont venues me rejoindre il y a de nombreuses années
Et on a changé plusieurs fois notre manière de travailler jusqu'à trouver ce qui nous plaisait. On a toutes les trois beaucoup été chercher des nouveaux talents. Et on a eu pendant longtemps un département long métrage, un département fixe, un département pub. Et puis en fait ça ne nous convenait pas. Maintenant on a chacune nos talents et on les représente pour tout. Et ce qui est très varié pour nous, parce que quand par exemple on fait que de la publicité, ça peut être lassant. Quand on fait que de la série télé, ça peut être lassant. Donc c'est plus ouvert. Et pour le talent, ça veut dire qu'il n'a qu'une seule interlocutrice. Donc la discussion est plus profonde parce qu'elle c'est une conversation qui ne s'arrête pas, c'est sans discontinuer. Et pour répondre à ta deuxième question, donc en fait, il y a 25 ans, il n'y avait pas Internet, donc voilà. Donc on était avec nos cassettes 3/4 pneumatiques et on faisait des montages. Enfin bon, c'était un peu l'ancien temps, quoi. Internet est arrivé et moi j'ai eu la chance de rencontrer Thierry Schmitt qui est là, qui a monté ASA et qui a fait notre premier site il y a 20 ans. Voilà, on a évolué ensemble en fait. On a vraiment grandi ensemble. On a fait un premier site et qu'on a refait une seule fois, je pense. Que tu as beaucoup fait évoluer au fur et à mesure, mais il y a eu vraiment deux sites très différents. Le deuxième, celui qui est aujourd'hui là, je dois dire, a été copié pratiquement dans le monde entier. Donc ça, c'est quand même plutôt toujours rigolo. Et il nous a fait un outil qui est exceptionnel, qui est en fait, donc il y a le site de Cosmic Talent, puis derrière il y a un deuxième site qui s'appelle ASA, qui est un site sur lequel on gère tous les films. Parce que donc vous êtes 78, mais vous faites beaucoup de films. Donc on rentre les bandes annonces, des longs métrages, on rentre les publicités, on rentre les clips. On va faire des bandes démos. Donc quelqu'un qui fait de la fiction, mais qui fait aussi de la pub et qui fait aussi des bandes voitures, enfin, des publicités de voitures, qui fait, enfin bon bref, on peut faire plein de bandes différentes. Nous, on va les gérer avec l'outil qui est derrière et qui nous permet aujourd'hui d'avoir un site auquel tout le monde a accès sans aucun problème, mais qui nous permet aussi de faire des bandes spécifiques quand il y en a besoin, notamment en publicité, quand on nous dit « Bonjour, je voudrais un chef opérateur qui a déjà fait de la voiture jaune sur une route bitumée et si possible de nuit. » Voilà, je vais vous mettre 4 films parce qu'il a tout fait. Et tiens, regarde, tu fais toc toc toc, vas-y, je t'envoie le lien, tu vas le regarder tout de suite. Donc ça, c'est un site qui est vraiment, enfin c'est un outil formidable. C'est vrai que les annonceurs et les agences, en tout cas dans le monde de la publicité, sont toujours très friands de voir leurs films déjà sur une bande. Voilà. Ça les rassure. Si on pouvait leur montrer le film fini, ce serait bien. J'ai un souvenir d'avoir fait il y a 20 ans des pubs pour des yaourts nature, et on m'en a proposé une avec des fraises. Et mais il n'y avait pas dans ma bande, donc il ne sait pas faire les yaourts avec les fraises. Nous, on nous avait demandé, quand même, je pense, une des meilleures, on nous avait demandé une pub de quelqu'un qui avait déjà fait du hamburger, et donc on a envoyé, et on nous a rappelé en disant « Je crois que tu n'as pas regardé le board. » Mais si, quand même, un petit peu. Oui, tu n'as pas vu qu'il y avait du hamburger avec de la mayonnaise qui coule. Voilà. On n'a pas eu de film. Mais presque de plus en plus, c'est vrai que vous avez aussi gagné du temps. Ces outils-là vous permettent d'être dans la réactivité maximum. Ouais. Et comme c'est vrai, en tout cas dans le monde de la pub, le long métrage est différent, mais dans le monde de... Oui, mais le long métrage, tu vois, je pense qu'en fait, le fait qu'il y ait ces 5-6 agences en France et ces agences aussi ailleurs, je pense que les réalisateurs regardent beaucoup les bandes. Les sites,
Ils regardent beaucoup ce qui se passe en général. Et les sites des agences, c'est un peu du concentré. Donc voilà, il y a certaines personnes, on sait ce qu'ils veulent, et puis il y a d'autres personnes, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Et cet outil-là nous permet de... C'est une vitrine en fait. Je pense que pour un chef-op, par exemple, faire partie d'une agence, c'est plusieurs choses. C'est avoir un agent, donc avec tout ce dont on vient de parler, et c'est aussi faire partie d'une vitrine. Donc le site va mettre en avant le travail. Est-ce que tu veux nous parler aussi de comment se passent je dirais les discussions, puisque avoir un agent, moi par expérience, ça veut dire aussi que je m'affranchis de ce long travail de discussion salariale, de discussion de temps de travail, de discussion de préparation, qui, j'ai le souvenir quand je n'avais pas d'agent, que c'était très chronophage, et même éreintant, et qu'on mettait son énergie là où il ne fallait pas. Est-ce que tu veux nous en parler un peu ? Oui, je pense que moi je dis souvent que la négociation c'est 10% de mon travail. Parce qu'on nous appelle beaucoup les 10%, surtout depuis la série télévisée. Donc voilà, c'est un tout petit morceau de notre travail, notamment parce que je pense qu'on a une réputation de sérieux et que du coup, quand on va demander quelque chose, on ne va pas demander des choses qui sont complètement aberrantes. On connaît les économies des films sur lesquels on travaille, donc on va demander des choses qui sont en adéquation avec le film, parce qu'on est vraiment là aussi pour aider les productions et pour aider les réalisateurs. On n'est pas là pour juste défendre les talents. Ça marche un peu dans tous les sens. Et je veux dire par là qu'une agence, ça n'est pas un syndicat. Ouais. Voilà, ça n'est pas un syndicat, ça c'est clair. Ça on défend bien plus, et puis il y a des syndicats qui sont là pour ça en l'occurrence, et qui discutent en commission mixte paritaire, mais ça n'est pas le sujet d'une agence. Et je rebondis là-dessus par rapport aux monteurs, parce que les monteurs, pour des raisons historiques, notamment parce que les premières monteuses étaient des femmes, donc les femmes ont toujours été moins bien payées que les hommes, c'était normal. Donc les monteurs sont beaucoup moins bien payés que tous les autres chefs de poste artistiques. Il n'y a qu'en France que ça se passe comme ça. Dans tous les autres pays du monde, les monteurs sont reconnus comme des chefs-op, comme des chefs d'éco. Et donc, moi je dis depuis longtemps aux monteurs que je représente que c'est important que, par exemple, l'association des chefs-op de l'AFC, je pense, fait beaucoup pour que les choses soient cohérentes, que vous vous parliez entre vous, que vous sachiez comment ça se passe pour les autres. Et les monteurs n'ont pas ça. Et nous, on est agents, on n'est pas syndicat. On ne peut pas prendre ça, on ne peut pas avoir cette responsabilité-là pour eux. Voilà. Je ne sais pas s'il y a peut-être des questions dans l'Assemblée, des gens qui aimeraient questionner Sophie sur le travail d'agent. Moi j'ai une petite question. Est-ce que depuis que tu as monté l'agence, tu as senti que, en tout cas du côté des opérateurs, le métier se féminisait un peu? Est-ce que tu sens qu'il y a une dynamique qui se met en place? Est-ce que tu sens que l'accès à ce métier, et surtout le sujet diétrique de la photo, n'en est plus un? Alors, moi je pense que j'ai commencé à faire du cinéma il y a très longtemps, et il y avait déjà des femmes chefs-op, mais on les comptait quasiment sur les doigts d'une main. On a vécu toute l'évolution entre cette situation-là et celle de maintenant. Parce que je pense qu'elle était très dure pour les femmes qui ont été chefs-op jusqu'à maintenant. Je pense que depuis quelques années, mais c'est 3-4 ans, c'est le Covid, c'est MeToo, c'est tous ces mouvements-là, peut-être les quotas aussi, la parité. Aujourd'hui, je pense que les directrices de la photo qui sortent d'école, pour elles sont plus fortes, parce que pour elles, ça n'est plus une question. C'est acquis. Elles sont chefs-op, et voilà. Où est le problème? Elles ne portent pas un poids lourd, elles avancent. Exactement. Et c'est une attitude radicalement différente.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de combat à mener, mais Bien ça veut sûr, dire bien sûr. que les portes ont été ouvertes, on les connaît, hein, Dominique Philippe le rigoleur, Fleur Tuliez, Caroline Champelier, Agnès Godard, j'en oublie, mais, qui ont été les premières femmes qui ont ouvert des portes qui étaient très largement fermées à triple tour. Et moi, je suis ravi de voir que les équipes se féminisent dans le sens où de plus en plus de jeunes femmes sont attirées par le travail d'assistant opérateur, assistant opératrice, et que électro, machinaux, enfin et en effet pour cette équipe-là, ce n'est même plus une question. C'est des chefs électriciennes, des chefs machinistes, des chefs opératrices. Mais c'est comme ça que ça va se faire. Parce que, voilà, moi je pense que nous, on nous a souvent dit « Ah oui, mais une femme, tu vois, oui c'est une bonne idée, hein, mais pour ce film-là, je crois pas, tu vois, c'est beaucoup à l'épaule. » Oui, mais en fait, est-ce que tu sais quelle est sa force? Oui, mais non, une autre fois. Donc ces discours-là, on ne les entend plus. Je pense qu'il y a ça a été remplacé très positivement par ce que peut apporter la sensibilité d'une femme. On se posera plus la question en termes physiques, ni en termes de technique, mais je pense pas que techniquement se soit posé la question. Moi, on m'a beaucoup dit oui, c'est quand même un métier où il faut avoir beaucoup d'autorité, comme si une femme avait moins d'autorité qu'un homme, ce qui me fait rigoler. Et voilà, je pense que les choses se pensent différemment. Et ça, c'est vraiment formidable. En tout cas, c'est une très bonne dynamique qui s'est mise en place. Et on le voit dans les écoles, hein, c'est clair que il y a plus, au-delà du fait qu'il y a une volonté dans les écoles d'avoir une parité, je suis étonné de voir que dans certaines écoles, au contraire, il y a plus de volonté incroyable de féminiser le métier et d'être présent et de ne pas avoir à lutter, à dire on est dans un combat. Donc ça, c'est tout à fait enthousiasmant. C'est ma part de féminité qui parle. Oui. Alors, il y a une question? Oui, bonjour, merci de nous ouvrir cette fenêtre sur votre métier. Vous avez rapidement évoqué le fait que vous ne représentiez pas de talents qui travaillaient en Asie. Est-ce que vous pouvez, en Asie, en Chine ou ailleurs, est-ce que vous pouvez développer sur les raisons? Est-ce que c'est un choix de ne pas vous éparpiller? Est-ce que c'est dû à des contraintes particulières ou à un manque d'opportunités? C'est plutôt un manque d'opportunités. On a pas mal de talents qui sont partis faire des films en Asie, notamment en publicité, beaucoup. Quelques longs métrages, mais je pense que les productions asiatiques, alors c'est un peu compliqué de dire ça comme ça, parce que les Japonais sont extrêmement différents des Chinois, qui sont extrêmement différents des Thaïlandais. Donc voilà, on va faire des généralités en se disant que c'est toujours un peu idiot. Je suis pas sûre qu'ils soient vraiment en demande. C'est eux qui sont pas en demande en fait. Ni les talents, ni les productions. Donc nous on répond quand même beaucoup à une demande. Bon, il y a des choses qu'on est allé chercher, évidemment, il y a des gens qu'on est allé chercher. Mais c'est quand même plus facile de travailler avec les États-Unis. Je parle de décalage horaire par exemple. C'est quand même plus facile de travailler avec les États-Unis que de travailler avec l'Asie, parce que culturellement on est plus proche. Et puis non, je pense que c'est surtout, il n'y a pas eu tellement d'opportunités en fait. C'est pas du tout un choix. Hein. Tout est intéressant. De rencontrer des gens qui ont du talent et qui peuvent venir de n'importe où, c'est intéressant. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question sur ce dont vous avez parlé un peu plus tôt. Vous avez dit qu'on aimait bien, dans ce pays, mettre des étiquettes, les gens ont envie de voir. Je suis assez surprise que, étant français, j'ai étudié à l'étranger et je suis revenue il n'y a pas longtemps. Et c'est quelque chose qui m'est rentré en plein fouet. Et comment vous faites justement quand vous êtes confronté à ça et que vous ayez, par exemple, avec Rémi,
briser ces étiquettes et pas forcer, mais convaincre les producteurs d'accepter quand même quelqu'un qui n'aurait pas fait le burger avec la mayonnaise qui coule. Alors, c'est tout un travail. C'est un travail qui se fait à deux avec le talent. Dis-moi si je me trompe, Fanny, mais je pense que quand on va dire par exemple un directeur photo fait beaucoup de comédie, ou il en fait 3, et puis on lui en propose beaucoup derrière, on va essayer d'aller ailleurs, mais on va essayer d'aller ailleurs aussi en fonction de ce qui se passe en ce moment, sur les opportunités qu'on va avoir. Donc on va essayer d'aller vers un endroit et on va essayer aussi de répondre à ce qui se passe au même moment. Donc c'est pour ça que la discussion elle est ininterrompue, parce qu'en fait on va se donner un but, on va se donner un endroit où on a envie d'aller, et on ne sait pas exactement comment est-ce qu'on va faire. On va juste essayer de résister. Je pense à des monteurs par exemple. En montage, les gens pensent qu'il y a... C'est vrai, il y a, par exemple, il y a des règles pour faire des comédies. On me dit, mais moi je voudrais un monteur qui a déjà fait des films historiques. Ok. Je ne vois pas du tout où est la spécificité du film historique. Mais voilà. Donc pour moi, c'est des étiquettes. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir prouver qu'on a déjà fait quelque chose pour qu'on nous donne l'opportunité de le faire ou de le refaire. Et donc c'est comment est-ce qu'on va essayer de contourner l'obstacle et de trouver d'autres challenges. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la vision qu'on a de ce qui se passe à un moment T, parce que en ce moment où c'est assez calme pour les mois qui viennent, et à partir de septembre ça va être la folie, on ne va pas faire les mêmes choix avec qui que ce soit qu'en période où il y a énormément de travail et où on sait qu'on peut choisir parce qu'on est presque sûr d'avoir quelque chose. Et comment on fait pour convaincre ? Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas dit et que je trouve très important. Je pense qu'un agent est quelqu'un qui accompagne, mais on ne fait absolument pas la pluie et le beau temps. On va pouvoir proposer, on va pouvoir discuter, on va pouvoir argumenter, mais un agent ne fait pas la carrière de quelqu'un, c'est pas vrai. Ce qui fait la carrière de quelqu'un, c'est son talent, c'est son travail, c'est son attitude, c'est tout ça. Et pour accompagner ça, l'agent est à côté. Mais nous, je travaille en ce moment sur un film où il cherche un chef-op. C'est un film américain qui vient se tourner en France. Il cherche un chef-op, il cherche partout. Il cherche dans les agences françaises, il cherche dans les agences anglaises et il cherche via les agents américains. Donc je pense qu'ils ont dû recevoir, 50 bandes de chef-op. J'ai rappelé ce matin le directeur de production français pour lui dire vous en êtes où, et avec la personne que moi j'essaye de vous proposer, vous en êtes où. Il me dit écoute, je sais pas, là c'est parti un peu n'importe où, et ça revient par les agents. C'est devenu un peu ingérable. C'est complètement yo-yo. Ça passe de gens qui sont hyper confirmés à des gens qui ont fait un film. Et quelquefois ça n'a ni queue ni tête, et quelquefois on arrive à faire entendre. Moi je dis souvent que mon travail c'est d'emmener les gens au rendez-vous. Dans ce cas de figure-là, pour répondre à votre question, c'est d'emmener les gens que je pense être la bonne personne pour le projet, de les emmener au rendez-vous. Après, moi je ne peux plus rien faire, mais convaincre, alors quelquefois on y arrive, quelquefois on n'y arrive pas. Il y a eu un autre film qui s'est tourné l'année dernière où j'étais vraiment persuadée que j'avais la bonne personne, c'était exactement ce qu'ils cherchaient, et ils sont allés prendre quelqu'un qui était à l'opposé, et je crois que ça s'est super bien passé.
Donc voilà, peut-être que j'avais complètement tort sur toute la ligne et ça arrive. Une question supplémentaire? Merci. Merci. Les nouvelles technologies, vous avez parlé d'Internet qui a bouleversé votre travail, mais l'arrivée de l'IA, par exemple, est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que ça change déjà quelque chose pour vous? Ouais, ça change beaucoup pour les décos, là maintenant, parce que déjà il y a beaucoup moins d'argent. Je pense qu'au fur et à mesure des années, il continue à y avoir des très gros films, donc avec des grosses décos, mais il y en a, je pense qu'un des postes qui a sauté le plus dans les 20 dernières années, c'est celui de la construction. Combien de fois on me dit non mais on cherche quelqu'un pour faire la déco, mais en fait on n'a pas besoin d'un chef déco parce qu'on va juste prendre un ensemblier. Ce qui est complètement aberrant pour moi, parce que le chef déco, ce qu'il va faire, c'est pas construire ou ne pas construire, c'est fabriquer les décors dans lesquels l'histoire va pouvoir se dire et se faire. Mais bon, donc l'intelligence artificielle va changer beaucoup pour les décos, parce que plus ça va aller, plus on va tourner sur fond vert, et je pense. Maintenant, on en discutait à midi, moi je pense qu'il ne faut pas avoir peur des nouvelles technologies, parce qu'on va savoir s'adapter. Je pense que celle-là, elle est quand même costaud, et qu'on ne sait pas bien où est-ce qu'elle est, jusqu'où elle va aller, donc moi je n'ai pas de boule de cristal, hein, donc je pense que tout le monde va s'adapter. Je pense que ça va être un outil supplémentaire, mais il va falloir l'utiliser comme supplémentaire, mais pas un outil de remplacement. Comme tous les nouveaux outils, il va y avoir une folie autour de cette technologie, mais à mon avis, il faut être serein et l'utiliser à dose homéopathique, au bon endroit et à bon escient. Je ne pense pas qu'elle va remplacer les gens. Nos métiers vont peut-être bouger, et, on va bouger le curseur de notre intervention, pareil sur les décos, mais je ne pense pas qu'ils vont nous remplacer. Et en montage aussi, je pense que ça va beaucoup changer les choses. On voit bien que, ne serait-ce que je prends un exemple tout bête, d'étalonnage HDR, je suis pratiquement sûr que dans quelques mois, il suffira juste d'appuyer sur un bouton et en 7 secondes, les 2 heures de film passeront en HDR par des algorithmes ultra puissants, alors que pour l'instant, c'est 6 jours de travail dans un d'étalonnage. Il va y avoir des techniciens et des inventeurs qui vont s'emparer de ça, et je pense qu'il y aura plein de producteurs, réalisateurs qui seront contents de savoir qu'ils peuvent faire un film, une version HDR ultra formatée, mais en appuyant sur un bouton en 2 secondes. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, peut-être Yves ou Jean-Marie qui est dans la salle. L'IA, elle est anxiogène, mais il faut l'aborder en disant pas lutter contre, mais avancer avec à dose homéopathique. Mais elle est utilisée. Moi, j'ai utilisé en pub pour fabriquer des fonds complètement artificiels, des images artificiellement fabriquées par un ordinateur qui sont projetées sur des murs LED, et ça marche. Mais ça ne nous empêchera pas de sortir dans les forêts, de faire des plans de nuit et d'aller sur les vrais décors. Ça va juste bouger le curseur de est-ce qu'on bouge ou est-ce qu'on ne bouge pas. Et je pense que de toute façon, il y a toujours des gens derrière les machines. Donc, je pense que ce qui est le plus notre matière première à tous, c'est les réalisateurs. C'est leurs talents, c'est leurs envies, c'est leurs idées. Je passe de ce que j'ai cru entreapercevoir de l'intelligence artificielle, je ne suis pas sûre que pour l'instant ça ce soit remplaçable. Je pense que c'est un tout petit peu dans la définition en fait. Donc ça s'appelle l'intelligence artificielle. Je pense que notre particularité à tous, c'est que notre intelligence, elle n'est pas artificielle. Elle est organique et elle est réactive à ce qui nous arrive au moment même en fait. Et ça, l'intelligence artificielle ne sait pas faire pour l'instant. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas, mais pour l'instant, l'intelligence artificielle a besoin déjà de notre talent pour commencer à travailler. Or, nous,
notre avantage à tous, qu'on soit agent, qu'on soit l'écho, etc., quand on a un processus créatif ou même de formation d'équipe, notre cerveau il n'est pas artificiel en fait, il réagit sur des sentiments et sur un historique, il réagit sur plein de choses, une culture, etc. Et donc c'est pas artificiel en fait. Donc je pense qu'il y a vraiment un truc dans la définition qu'il ne faut pas. Alors, moi je suis plutôt inquiet par rapport à ça, hein. Mais je pense qu'il ne faut pas trop paniquer en tout cas, parce qu'on aura toujours un petit truc d'avance en fait par rapport à ça. Il faut nourrir l'intelligence artificielle déjà. Donc s'il n'y a personne pour la nourrir, il n'y a pas d'image. Quand bien même l'ordinateur est rempli de milliards d'images, il faut le nourrir. Et plus on le nourrit, plus il donne d'informations, plus l'image pourra être fabriquée, pourra être riche. Et tant qu'il n'y a pas un cerveau humain derrière pour donner l'ordre et pour le nourrir, ça n'avance pas, ça c'est clair. D'ailleurs, la preuve, c'est les réalisateurs qui emploient ça, par exemple, pour faire des moodboards ou même des maquettes, etc. Ils le dirigent, ils lui demandent des choses, mais ils le dirigent. D'ailleurs, moi j'ai un petit peu été sur les sites pour fabriquer des images artificielles. Si vous ne le commandez pas, il ne vous fait rien. Hein, et d'ailleurs, c'est même assez amusant. Si vous ne demandez rien, il vous fait des choses qui n'ont rien à voir sans vous demander. Donc voilà, il y a un truc qui n'est pas encore passé. Je ne dis pas que ça va devenir hyper puissant, peut-être, etc. Enfin là, on parle d'un monde futur, on ne parle pas des 20 prochaines années. On parle, je pense, je sais pas ce qu'il en pense, mais Jean-Marie, un peu plus. Oui, pardon. Non, ce que je veux dire, c'est que cette si on parle là-dessus, on peut en parler longtemps. Moi, j'ai pas mal passé un petit peu là-dessus, sur plusieurs conférences. Effectivement, mais le truc, c'est que cette intelligence artificielle, elle avance très vite, en fait. Dernièrement, j'ai envoyé 2 liens à des collègues, là, par rapport à ce logiciel Sora qui vient un petit peu de sortir. Et si on compare là où on était il y a 1 an et celui qui vient de sortir là, c'est une avancée terrible. Bon. Mais en dehors de ça, après ce que disait Yves, tu as tout à fait raison, ça dépend vraiment du produit, en fait. Par exemple, si tu te prends, Sophie, l'exemple du hamburger avec la mayonnaise qui coule, c'est typiquement le truc pour une intelligence artificielle, ça. Donc voilà. C'est vieux, hein. Non, mais c'est un film qui peut se faire avec l'intelligence artificielle, qui fera couler la mayonnaise exactement comme le client le veut. Voilà, moi, je pense que c'est une histoire on a le choix, hein. Aujourd'hui, on a un peu le choix entre avoir peur et essayer de s'adapter. De toute façon, l'intelligence artificielle, elle est là. Et elle est... Sora, moi j'en ai entendu parler 15 fois cette semaine. Donc c'est là. Donc on est quelques-uns dans cette salle à avoir assisté à plusieurs révolutions technologiques très fortes. Celle-là, elle va être très costaud, je pense. Mais on va se faire confiance, on va se dire qu'on va réussir à en tirer le meilleur parti. Je pense que je suis d'accord avec toi, Yves, ce qui est le plus important, c'est que pour l'instant, le talent des gens est encore primordial. Non, mais c'est sûr, mais il faut juste être lucide, être vigilant. Ça fait pile poil 1 an, je me souviens quand je suis venu la dernière fois au Festival de Chalon, et j'ai repris le train, et à la gare, j'ai acheté le magazine Réponse Photo. Réponse Photo, il y avait en une photo générée par l'intelligence artificielle. C'était une provocation, bien sûr, parce que c'était un livre de photos qui mettait en une de sa page. Là-dessus, il y avait un éditorial qui était là-dessus, plus tout un dossier qui était fait. Et donc, à partir de là, on a commencé à faire des groupes de travail, nous, à l'AFC, parce qu'entre-temps, plus au Festival Nikon, on avait donné le prix de la mise en scène d'un film généré par l'intelligence artificielle. Donc, tout ça, c'était des interpellations, et c'était il y a 1 an. Et là, au micro-salon, nous, avec l'AFC et le CNC, on a fait une conférence autour de l'intelligence artificielle. Et la semaine d'après, Sora sortait. Donc déjà, la conférence qu'on avait faite était déjà obsolète. Donc c'est pour ça, ça va très vite. Voilà. Alors je propose, Jean-Marie, qu'on demande à Jeannick Lecomte et au comité de sélection du festival Château Point Lumière de faire une sélection l'année prochaine sur 1 ou 2 films en IA. Et puis on en parlera à ce moment-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Bonjour.
Alors c'est une petite question pour si on est technicien et hors profil culture, cinéaste, Pôle emploi, etc. Enfin France Travail maintenant. Est-ce que vous êtes une piste en fait? Est-ce que ça vaut la peine de chercher un stage par exemple auprès de vous sur des équipes images? C'est pas mal la question. Ouais, oui. C'est madame que je regardais d'ailleurs. Oui. Oui. On est très sollicité. Pardon. On est très sollicité, directeur photo, pour plusieurs raisons. Pléthore d'écoles de cinéma, pléthore d'universités, de différents établissements qui proposent des BTS, des diplômes privés, publics. Vous ne pouvez pas imaginer, c'est comme tu disais, on reçoit, nous, sur nos mails, 1 à 2, parfois 3 par jour de demandes de stage, d'avancées dans les équipes, etc. C'est aussi la manière dont nous, on a fonctionné quand on commençait jeune. Mais on est un peu submergé par ça. Ouais, j'essaie de répondre à tout le monde. Mais c'est compliqué parce qu'on a des jeunes équipes, que la perspective des stages, en l'occurrence, souvent, pour ceux qui sont dans les écoles, c'est à des périodes très spécifiques. On n'est pas nécessairement en tournage, donc c'est toujours difficile pour nous de répondre. En plus, j'ai une politique personnelle qui consiste à aller chercher des alternants à l'Institut Fabrique ou à la Famille sur les Lumières. Je viens des écoles publiques, j'ai fait le Lumière il y a un certain nombre d'années, et c'est vrai que mon cœur et mon esprit va vers ces écoles-là. Mais j'arrive pas à répondre aux demandes des stages ou des demandes d'emploi dans les équipes. Moi, je fais 1 film, 2 films par an, donc ça veut dire 2 alternants par an, ou un complément d'équipe. Et quand on reçoit autant de demandes, et je ne suis pas le seul, je pense que Yves et Jean-Marie qui sont là ont le même raisonnement, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas nous répondre à toutes les demandes. Alors c'est vrai que c'est un métier où il y a beaucoup de jeunes qui s'engouffrent dedans, avec ou sans talent, mais qui s'engouffrent dedans, qu'il y a aussi les pouvoirs publics, je dirais, et privés qui disent qu'il y a beaucoup de travail. C'est vrai qu'on ne va pas dire que c'est le plein emploi dans le cinéma et l'audiovisuel et le flux, mais il y a une forte activité, on n'est pas à 100%, mais il y a eu des années où il y avait peu d'activité. Là, je crois que c'est de l'ordre de 56 à 57% de l'activité de tournage en France est faite auprès des plateformes et des séries. Jusqu'à quand il suffirait d'une petite crise financière pour que tout à coup cette activité descende. Donc j'ai pas vraiment de conseils à donner. Alors moi j'ai un conseil à donner. J'aime bien donner des conseils. Et alors petit préambule, je pense qu'il y a trop d'écoles de cinéma. Quand j'ai débarqué en faisant mon premier court-métrage, donc ça date quand même franchement pas d'hier, on m'a dit tu vas voir, tu vas pas y aller, c'est pas la peine d'essayer, de toute façon les intermittents du spectacle c'est bientôt fini, profites-en parce que ça va bientôt pas durer. Ça a bien duré, ça marche bien. Je pense qu'aujourd'hui il y a vraiment, il y a tellement d'étudiants qui sortent de toutes ces écoles privées qu'il ne peut pas y avoir du travail pour tout le monde. C'est pas vrai, c'est complètement faux. Donc ça, c'est une partie du discours qui n'est pas très agréable. L'autre partie du discours, c'est de dire qu'il y a quand même des gens qui ont du talent et qu'il y a des outils aujourd'hui qui font qu'avec un téléphone portable, vous pouvez faire un film, vous pouvez le tourner, vous pouvez le monter, vous pouvez le mixer. Donc, je reviens à mes histoires, c'est un peu... je dis beaucoup toujours la même chose, mais le talent de base, c'est celui des créateurs, des réalisateurs, des scénaristes, et après des gens qui les accompagnent. Mais à la base, c'est des gens qui créent. Je pense que c'est très difficile aujourd'hui de trouver un stage quand on connaît personne, parce que vous êtes très très nombreux. La seule chose qui va faire que vous allez peut-être pouvoir sortir un peu du lot, c'est ce que vous allez pouvoir fabriquer. Par contre, là-dessus, il y a toutes les possibilités. Parce que il y a les outils. C'est des outils qui n'existaient pas avant. Voilà. Donc, allez-y.
si vous avez vraiment envie, entourez-vous si vous voulez être par exemple chef-op, essayez de trouver quelqu'un qui a envie d'être réalisateur, faites des films. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Rémi, mais je pense que c'est une bonne manière de contourner l'obstacle. Vous parliez de contourner l'obstacle tout à l'heure. Oui, mais je te suis complètement là-dessus. Hein. C'est pas un outil. On a commencé en faisant des courts-métrages. Exactement. Et c'est pas un outil qui fait que le film sera bien. Il y participe, mais comme ça. Quand même, pour ne pas pour lui donner un peu d'optimisme, moi je pense qu'il ne faut pas hésiter à envoyer. C'est vrai qu'on en reçoit 2-3 par jour. On ne vous ment pas, on peut vous les montrer, ils sont sur le téléphone. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les envoyer. Je veux dire, parce que la vie est faite de hasard, en fait. Et on a eu plein d'expériences où on avait des stagiaires prévus, mais tout d'un coup, pour une raison X ou Y, ils ne peuvent pas faire les 8 semaines, ils doivent partir au bout de 4 semaines, et tout d'un coup, on a besoin d'un stagiaire qu'on doit décider en plein milieu du tournage. Donc, ben oui, on va regarder dans notre téléphone les dernières personnes qui nous ont. Donc, je ne pense pas qu'il ne faut pas le faire. Ouais, je l'entendais comme ça. Oui, c'est ça. Je pense que c'est bien de le faire. Je pense que c'est bien de venir dans des festivals comme ici, d'essayer de rencontrer des chefs-op et de leur dire voilà, moi j'ai plein de talents. Et j'ai envie de travailler. Donc je pense qu'il faut le faire. On a fait ça, nous. On l'a fait. Ça. Sophie l'évoquait, maintenant, elle peut mettre en ligne des bandes, etc. Et nous, on a été déposer nos DVD en porte-à-porte dans toutes les productions, qu'on bornait nous-mêmes sur nos ordinateurs, etc. Donc maintenant, il y a quand même une plus grande facilité. L'avantage qu'on avait, c'est qu'on avait un contact humain. On arrivait à avoir quelqu'un d'autre que la secrétaire à qui déposer notre DVD. Mais bon, voilà, il faut le faire, tout ça. C'est une démarche. Il y a aussi des médias très puissants maintenant qui permettent quand même de montrer les films. Hein. C'est incroyable comme c'est facile pas facile de faire un film, mais facile de le mettre sur le réseau et qu'il soit vu parfois jusqu'à des millions de fois. Donc vous avez quand même des outils que nous n'avions pas et qui sont extrêmement puissants et qui permettent de toucher beaucoup plus de monde. Merci à vous trois. Bonjour. Je veux savoir, quand vous recevez un scénario, comme vous êtes 3 associés, vous lisez les 3 le même scénario? Ou est-ce qu'entre vous, après, il y a des querelles de moi j'ai eu un nom pour celui-ci, ah oui, mais moi je l'avais aussi, etc. Il n'y a pas beaucoup de querelles, mais ça dépend qui le reçoit et pour qui il pourrait être. Comme on a beaucoup de choses à lire, moi ça m'arrive de dire est-ce que quelqu'un a lu celui-là? Oui, moi je l'ai déjà lu, alors tu peux me dire ce que tu en penses, pas me faire un résumé et tout ça, mais me dire ce que tu en penses, parce que je penserais peut-être à Rémi par exemple, et on va me dire ah non, c'est pas du tout pour Rémi, par exemple. Mais on travaille en étroite collaboration, donc on est dans les mêmes bureaux. Et on est au courant de tout ce qui se passe. Ça prend beaucoup de temps, mais moi je crois beaucoup à la communication et à la... Je pense pas qu'on travaille chacune dans notre coin, on travaille vraiment ensemble. Merci. Si je peux enchaîner, j'avais une deuxième question, s'il vous plaît. Est-ce que vous allez un jour éventuellement... le cinéma américain, il y a les gaffeurs, ça n'existe pas en France, ce sont les chefs électriciens ou les chefs machinistes. Est-ce que vous allez aussi représenter un jour les chefs électriciens, les chefs électriciennes et les chefs machinistes, ce qui pourrait aussi permettre aux femmes d'avoir plus moins de problèmes de ce que vous expliquiez tout à l'heure pour obtenir du crédit dans les équipes avec les productions ou les réalisations. Alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, je connais quelques chefs électriciens qui sont des vrais gaffeurs. Oui, je n'ai pas dit le contraire, mais comme c'est pas le même statut en France et aux États-Unis. Oui, il y a la reconnaissance, mais en tout cas par rapport aux productions, c'est complètement... De toute façon, la différence des tâches sur un tournage entre un tournage en France et un tournage aux États-Unis est très grande. Je pense que... mais pour répondre à votre question sur... alors, nous, chez Cosmic, on ne représente que ces 4 métiers-là, parce que ce sont des métiers qui sont des chefs de poste artistiques, dont on peut montrer le travail et qu'on peut revendiquer.
c'est beaucoup plus compliqué. Mais il y a tout un travail à faire aujourd'hui en France pour monter un booking à l'anglo-saxonne qui pourrait proposer tous les chefs électro, tous les chefs machinaux, les assistants réals, les régisseurs, les assistants déco, enfin tous les gens qu'on va plutôt choisir sur leur CV que sur leur bande. C'est très très différent. Nous, chez Cosmic, on a décidé de se cantonner à ça et on est 7 pour s'occuper de un peu moins de 80 personnes parce qu'on veut faire vraiment le service plus. Donc voilà, c'est un choix. Je ne dis pas du tout qu'on a raison. C'est un autre métier. C'est un autre métier. D'un côté, c'est le marché du travail et c'est une c'est le booking. Et toi, tu représentes artistiquement des gens et tu les défends artistiquement. Il y a l'outil qui pourrait être mis en place, c'est un outil de booking où les gens payent par abonnement et où on voit en ligne leur disponibilité et on a accès à leur CV. Ça existe dans tous les pays anglo-saxons. En France, ça n'existe pas pour des raisons très simples. Moi, j'avais testé un peu le marché à une époque. Les chefs électro que je connaissais, les chefs machinaux me disaient bah écoute, en fait, quand je travaille, pourquoi je te donnerais 100 € par mois? Et quand je travaille pas, je suis à 100 € près. Donc voilà, c'était très vite vu. Je suis pas sûre qu'il y ait une demande en fait pour ça. Je pense qu'aujourd'hui, il y a assez d'associations, il y a assez de bouche à oreille. Je suis pas sûre qu'il y ait une vraie demande. Et nous, chez Cosmic, c'est antinomique complètement avec ce qu'on fait. Donc si on l'avait fait, on aurait pris quelqu'un qui se serait occupé de ça, mais c'est pas du tout le même métier. Pas du tout. Ça aurait pu être complémentaire, hein, je suis d'accord avec vous. Mais il y a eu plusieurs tentatives et puis ça n'a pas marché. Je propose de prendre une dernière question, parce que je crois qu'on doit libérer la salle. Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé de projet de publicité, de fiction. Est-ce que vous représentez aussi des projets de documentaires, de clips, de films d'artistes? Et sinon, est-ce que c'est une question de choix ou de budget? On s'occupe de tout. En fait, on s'occupe de la carrière des gens qu'on représente. Donc si ces gens-là ont envie de faire des choses très différentes, on va les accompagner. On va s'occuper des courts-métrages, on va s'occuper des documentaires, on va s'occuper de tout. Et c'est passionnant d'ailleurs. Il y a des choses qu'on n'a pas faites. Quand on commence à les faire une première fois, c'est très rigolo. Donc oui. Bien, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup au Festival de Cinéma. Merci à Aza Cinéma. Merci à tous.